Bonjour chers invités, j'espère que vous allez tous bien. Ça va Oui, bien, ça va toi? bien et toi? Oui, parfaitement. Bienvenue au podcast Études premières. Ce podcast a été créé pour vous dans le cadre du cours décolonisation et autochtonisation du Cégep Gérald Godin. Je me nomme Absan Youssouf et je suis présentement avec les chercheurs Jeanne. Alex. Et Malak. Nous nous sommes tous les quatre penchés sur diverses questions concernant les peuples autochtones et leur réalité. Lors de la table ronde que nous effectuerons dans les prochaines minutes, nous discuterons de notre voyage scolaire à Manawan. Je parlerai personnellement des impacts coloniaux sur la population autochtone. Bonjour, ici Alex Fournier. Moi, le premier sujet que j'ai élaboré après la table ronde, c'est le concept de la réconciliation. Je vais pouvoir vous éclairer sur le sens que nous y avons accordé pendant notre analyse, que ce soit d'aspect moral ou politique et juridique. Puis je vais ensuite expliquer les différents obstacles ou les pièges que pourrait susciter cette réconciliation, comme par exemple des traumatismes, des préjugés ou des inégalités. Bonjour, ici Malak Agezoum. Aujourd'hui, je vais vous parler en profondeur de la prise de pouvoir du système éducatif par les Premières Nations et des conséquences positives qui en suivent. 3 avantages principaux vont d'ailleurs faire surface, donc la préservation de la culture et de la langue autochtone, le renforcement de l'identité autochtone, ainsi que l'enseignement véridique de l'histoire autochtone. Bonjour, ici Jeanne Bruyat. Je vais parler du système d'éducation au Canada et comment il a désavantagé les Autochtones depuis le début de la colonisation, avec notamment la création des écoles résidentielles, où ont été envoyés les enfants autochtones depuis 1830, et comment cela continue pour les Autochtones vivant aujourd'hui dans les communautés, et qui sont systématiquement désavantagés pour 2 raisons principales, pour leur emplacement géographique et le manque de personnel et de financement. Le podcast se terminera par une analyse des causes du racisme entre autochtones et allochtones. Bonne écoute! Commençons par parler de nos impressions ainsi que nos appréhensions par rapport à ce séjour. Commençons par Jeanne. Moi, personnellement, j'avais pas beaucoup d'appréhension parce que j'avais déjà été dans plusieurs communautés autochtones. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues à Manawan qui étaient différentes de ce que tu avais déjà vécu ou remarqué dans les autres communautés où tu étais déjà allé? La grosse différence que j'avais remarquée avec les autres communautés où j'avais déjà été, c'était la route. On était parti de justement une route pavée et pendant 1h30, presque 2 heures, on a passé sur une route de gravier qui était plein de trous et qui était vraiment dangereuse selon moi. On a justement vu une voiture qui était écrasée, qui avait perdu une roue. Et justement, je pense que ça pourrait poser un gros danger pour la communauté qui vit là. Justement, s'ils ont des urgences médicales, juste n'importe quelle urgence, comment ils vont se rendre justement au reste des villes qu'il y a autour. Et je pense que aussi c'est pas vraiment pratique non plus si tu essayes de te déplacer non plus. Ouais. Moi aussi, j'ai eu une appréhension principale. C'était vraiment le fait qu'on allait voyager dans une place qui était vraiment éloignée de Montréal et de où on vivait. Et surtout qu'à Manawan, il n'y avait ni réseau. Et aussi, le Wi-Fi, il était très restrictif. Donc, il y avait seulement à l'auberge ou sur l'île, mais il était vraiment faible. Et du coup, moi, ça m'avait fait une petite crainte par rapport à comment est-ce que je pourrais communiquer avec les personnes que je connais en cas de secours et tout. Mais sinon, ça s'est super bien passé et je me suis adaptée au faible réseau. Puis, en gros, j'ai quand même vraiment aimé mon séjour à Manawan. Sinon, toi, Alex? Moi, vraiment, mes appréhensions, c'était plus par rapport à tout ce qu'on nous avait dit avant de partir, à toutes les recommandations qu'on avait eues par rapport justement au choc culturel, aux chiens errants surtout, à la pauvreté qu'on allait voir, à l'état des routes entre autres. Puis moi, c'est vraiment surtout ça qui m'a choquée un peu quand que je suis arrivée à Manawan, c'était vraiment de voir la pauvreté, tout ça. Fait que je dirais que c'est vraiment plus ça qui me stressait un peu, de voir les conditions matérielles de Manawan. Ouais. Et Absal? Moi, pour ma part, le transport a été un vrai problème. Pour être honnête, j'ai été très surpris. Bon, pour ma part, je suis un peu d'accord avec vous toutes. Je suis aussi été très mal à l'aise par rapport au transport, au fait qu'on a été loin de nos familles. Ça a été une première fois à toutes. Fait que, en gros, c'est ça. Puis, par rapport aux impressions,
J'ai beaucoup aimé ce séjour à Manawan, vu que c'est la première fois que j'ai pu être en contact avec les Premières Nations. On parlait de ça depuis que je suis petite, dans les cours d'histoire. Mais j'ai jamais eu la chance, pour vrai, d'aller les voir, puis d'en savoir un peu plus sur leur culture puis leur tradition. J'ai beaucoup aimé aussi le guide, là, Régina. Réginal. Je pense que c'est Réginal son nom, oui. Ouais. Je pense qu'on a tous vraiment apprécié ces enseignements. Là. Pour vrai, c'était vraiment très Ouais, surtout ces anecdotes. Ouais, pour vrai, tout ce qui a rapport avec l'histoire de la colonisation, il nous l'a bien fait ressentir. En plus, avec de l'émotion, on a été toutes et tous touchés par rapport à ces histoires, puis tout ce qui a rapport avec le suicide autour de ça, la santé mentale qui a été détériorée au fil du temps. Ça, c'était par rapport à sa nièce de 12 ans, c'est ça? Ouais. La vague de suicide. Ouais. C'était l'enfant le plus jeune à s'être suicidé, si je me rappelle bien. Ouais. Dans leur Et communauté. Puis, ben, aussi le fait que il a été la voisine de Joyce Echequan, là, qui a malheureusement péri lors de... Son traitement à l'hôpital de Joliette. Effectivement, et où on a pu inaugurer ça. On a pu aussi constater le racisme. Le racisme systémique par rapport à tout ça. Le fait qu'elle a été initiée à des injures, là, tout ce qui a rapport avec des insultes par rapport à ses enfants, le fait comment elle traite ses enfants, d'avoir une perception surtout précoce d'une personne autochtone en disant que t'es juste là pour... les drogues, les drogues, ouais. Genre, comment tes petits-enfants te verraient. Ouais. Genre, ils ont vraiment dit ça, le personnel de l'hôpital Joliette, là. Ils ont manqué de tact, puis ils ont été quand même assez cruels envers elle. Donc, en gros... ils ont juste de la maltraitance, quoi. Ils l'ont pas traité honnêtement, comme ils sont pas traités comme quelqu'un de normal ou... d'allochtone ou même autre. Mais je trouve que même cet événement triste-là, oui, ça a fait beaucoup de bruit dans les médias et tout, mais je trouve que, personnellement, moi, avant de partir à Manawan, j'avais peut-être un certain détachement par rapport à ces événements-là, dans le sens que ça me touchait pas vraiment, je me sentais pas concernée, je prenais pas de temps à cœur. Puis le fait de rencontrer quelqu'un qui était proche de Joyce, on dirait que ça m'a comme fait réaliser que c'était pas si loin que ça, Manawan. C'est quand même ici au Québec, c'est une réalité, c'est vrai. On dirait que ça l'a comme vraiment concrétisé le fait que c'est ça, c'est un enjeu d'aujourd'hui, là. Puis moi, c'est vraiment ça qui m'a plus fascinée dans la rencontre avec Réginal. Pour ma part, j'aimerais bien aborder sur les impacts de la colonisation sur le peuple autochtone. Comme on le sait tous, la colonisation des Autochtones a été un événement inoubliable dans l'histoire du Canada. Il y a eu beaucoup d'impacts nocifs par rapport à ça. Quand je parle de ça, je parle par rapport au mental plus qu'au physique des Autochtones. Par rapport à la santé, les problèmes de santé, on a notamment la présence de drogue. Quels sont les types de drogues qu'ils ont pu consommer? Je te dirais que le type de drogue principal, moi, je dirais que ce serait le tabac. Il y avait beaucoup de tabac dans ce temps-là, fait que je dirais ça. Puis, à part ça, il y a le cannabis puis la cocaïne. Est-ce que je réponds à ta question? Oui, merci. Ensuite, c'est sûr que tout ça, avec tous ces impacts sur le corps, ça a pu entraîner des répercussions irréversibles, sachant que les Autochtones mouraient à l'époque de plusieurs maladies venues d'Europe qui empêchaient le rétablissement immunitaire de leur corps, puisqu'ils n'avaient pas beaucoup d'anticorps en eux. Donc, en gros, c'est ça. Puis, par rapport à ce que j'ai pu observer lors du séjour à Manawan, les Autochtones, j'ai pu remarquer beaucoup de taux d'obésité. Il n'y a rien de méchant là-dedans, mais en gros, le taux d'obésité était assez élevé. Je voyais que la nourriture était un aspect réconfortant. Puis, je sais que lorsqu'on mange beaucoup, ça permet de nous empêcher de replonger dans nos idées obscures.
c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec le suicide, puis tout ça. Puis aussi, la consommation d'alcool, ça peut aider, alors qu'on sait que c'est un moyen totalement exclu de la société. Il y a juste que des conséquences à cela. Donc, en gros, c'est ça. Puis, par rapport à la colonisation, tout ce qui a rapport avec les guerres et les conflits entre les différentes nations, on a pu remarquer à l'époque un déclin par rapport à la démographie du pays, de la population autochtone notamment. Ils ont perdu beaucoup d'effectifs. Puis, de nos jours, j'ai pu remarquer que la tendance s'est inversée et que la population autochtone est en croissance. Qu'est-ce que les études ils énoncent par rapport à ça? Ben moi, je te dirais que selon mes recherches, le recensement de 2021 dit exactement que le dénombrement est de 1,8 millions d'Autochtones. Je parle du recensement de 2021, ce qui représente 5,0% de la population totale au Canada, en hausse comparativement à 4,9 en 2016. Donc, on peut clairement voir que la population totale du Canada est en hausse. Parfait, merci beaucoup, Absan. Moi, c'est Jeanne et je vais aborder le système d'éducation au Canada et comment il a longtemps désavantagé les Autochtones dans notre pays et comment il continue de le faire aujourd'hui de plusieurs façons. Donc, on peut dire que ça a commencé avec la loi sur les Indiens, ou le Indian Act, qui était appelée la loi sur les sauvages au moment de sa mise en place en 1876. C'est une loi qui a donné plusieurs pouvoirs au gouvernement sur les populations autochtones du Canada. Est-ce que cette loi-là est toujours en vigueur aujourd'hui? Est-ce que les droits que ça a donné au gouvernement sont encore présents? Oui, il y a certains droits qui sont toujours présents, mais ils ont apporté beaucoup de modifications, justement. Donc, ils ont redonné le droit de vote pour rendre ça plus moderne avec nos valeurs. Donc, justement, au moment de sa mise en place au 19e siècle, le gouvernement avait implanté plusieurs façons de contrôler les Autochtones, dont en faisant la gestion de leur logement dans les terres considérées des réserves, toujours aujourd'hui, en leur enlevant le droit de voter, ainsi que d'autres mesures afin de favoriser leur émancipation, comme il l'appelait. Donc, on pourrait dire à ce moment-là que les Autochtones étaient traités comme des enfants, parce qu'ils avaient à peu près les mêmes droits. Ils n'avaient pas le droit de vote, ni le droit d'être propriétaires de leur maison. Du côté de l'éducation des Autochtones, la population allochtone avait longtemps essayé de faire l'éducation des enfants, même avant la création du Canada. Un exemple de ça, c'est la création de l'école résidentielle en 1830 par l'Église anglicane en Ontario. Donc, en citant National Geographic en 2018, le gouvernement et les églises du Canada ont fondé le système des pensionnats pour régler la question indienne dans le pays, c'est-à-dire parer à l'apparente menace que représentaient les peuples autochtones. Donc, le système d'école résidentielle existe depuis avant le Canada. Puis c'est quand que la dernière école de ce genre-là a fermé? Elle a fermé un peu avant les années 2000, donc dans les années 90. Ah, c'est très récent, hein? Oui. Donc, on pourrait dire que, justement, les enfants dans ces écoles étaient très souvent maltraités par le personnel, qui était constitué de religieux et religieuses. Quel genre d'abus ils subissaient? Ils vivaient beaucoup d'abus physiques, sexuels et mentaux. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a deux causes principales de leur désavantage. C'est la situation géographique et le manque de personnel et d'enseignants. Merci Jeanne de nous avoir partagé ta recherche sur les pensionnats autochtones. Alors pour ma part, les avantages que les Autochtones auront s'ils reprenaient le pouvoir sur le système d'éducation, ce serait de permettre un apprentissage plus ancré ainsi qu'une préservation de leur culture et de leur langue dans leur communauté. Donc, on le sait tous, pendant plusieurs années, les Autochtones, ils ont vécu de l'assimilation par rapport à la culture coloniale au Canada. Est-ce que tu aurais des exemples, justement, de cette assimilation des communautés? Bien sûr. Alors, tu l'as nommé dans ta recherche. Cet exemple d'assimilation, ce serait les pensionnats autochtones. Et ça serait quoi le but de ces pensionnats? Oui, bien sûr. Leur but, en fait, cité par l'Encyclopédie canadienne, le but des pensionnats, ce serait d'éduquer et de convertir les jeunes autochtones et de les assimiler à la société canadienne. Donc, comme on le comprend, les pensionnats autochtones, le but, c'était de les faire oublier leur culture et leur histoire et de les faire apprendre la culture des colons européens à ce temps-là.
De plus, un autre avantage, ce serait l'enseignement véridique du passé colonial du Canada et de ses répercussions sur les Autochtones. Donc, comme on le sait encore une fois, il y a plusieurs années, les Autochtones, ils ont vécu plusieurs violences coloniales. Et donc, tout au long de leur occupation par les colons européens jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, dans le système éducatif à nous, tout comme à la jeunesse autochtone, il y a une sorte de minimisation de leur passé. Donc, Est-ce que tu aurais un exemple de cette minimisation? oui, bien sûr. Alors, l'exemple, c'est une affaire qui s'est passée il y a quelques années. Ce serait l'affaire de Joyce. On a vite passé sur cette actualité. On a essayé de le régler le plus vite possible, mais on n'y est pas allé vraiment en profondeur. Et on n'a pas vraiment essayé de décortiquer le racisme systémique au Québec ainsi qu'au Canada qui est toujours en vigueur. Et on a vraiment essayé juste de passer cette affaire, de la minimiser et de passer à autre chose. Et donc ça, c'est vraiment un exemple de minimisation du passé autochtone. On n'essaie pas d'apprendre davantage sur l'histoire, mais si les communautés autochtones ils avaient une prise de pouvoir sur le système éducatif, il nous permettrait d'en apprendre davantage sur l'histoire du Canada ainsi que sur les souffrances autochtones. Bonjour, moi c'est Alex, puis je me suis penchée sur les différentes facettes d'une réconciliation, puis vraiment la vision qu'on a d'une réconciliation, ainsi que ce qui peut être un obstacle à une réconciliation. Donc, suite à mes recherches, moi je dirais qu'une réconciliation, c'est vraiment deux aspects. En premier, on a une réconciliation d'aspect plus individuel et moral, qui se manifeste par un désir de comprendre le passé, d'admettre ses torts, puis de mettre fin vraiment à l'indifférence. Qu'est-ce qui peut mener à la réconciliation morale? Comment on fait pour... Excusez-moi, tabac. Qu'est-ce qui peut mener à la réconciliation morale? Comment on fait pour y parvenir? Il y a plusieurs mécanismes qui permettent d'y parvenir. D'ailleurs, le cours qui concerne ce balado en est un. Vraiment, on peut y parvenir par l'éducation, par des conférences, par des rencontres humaines comme celles qu'on a faites à Manoine, justement. C'est vraiment, ça va au-delà des politiques. Fait qu'il faut principalement créer des ponts entre les communautés, apprendre la vérité, puis mettre en place un respect, vraiment. Puis ensuite, le deuxième aspect d'une réconciliation, c'est l'aspect politique et juridique. C'est vraiment plus des mesures légales concrètes. Ça englobe la reconnaissance du vol des terres autochtones, donc la justice territoriale. Puis afin d'atteindre cette réconciliation-là, c'est nécessaire d'encourager des mesures comme la garantie des droits exclusifs sur des territoires ancestraux. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui va au-delà des mots et des sentiments. Puis, en ce qui concerne les pièges et les obstacles qui pourraient susciter la réconciliation, malheureusement, il y en a beaucoup. Le plus grand, c'est le passé colonial, vraiment, qui est une source de traumatisme. Je parle ici, évidemment, des pensionnats autochtones. Puis, les abus qui ont été subis là-bas font en sorte qu'encore aujourd'hui, il y a un énorme manque de confiance entre les deux groupes. Puis, cette méfiance-là rend vraiment une réconciliation impossible. Puis en plus de ça, établir des liens de fraternité, ça implique que les deux peuples cohabitent, ça pourrait créer des frictions entre les individus québécois et les Autochtones qui sont pas prêts à ce changement, que ce soit par traumatisme ou encore par manque d'ouverture d'esprit, donc racisme systémique, comme Malak l'a mentionné. Puis en plus de ça, il y a déjà des inégalités socio-économiques mentionnées par mes collègues qui compliquent la réconciliation, puis ça rend vraiment impossible un sentiment d'égalité entre les deux peuples. Merci beaucoup. Bon, pour finir cette belle discussion, on peut finir avec une petite réflexion sur les causes du racisme entre allochtones et autochtones. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Moi, je trouve que vraiment l'une des causes principales du racisme, ce serait l'ignorance et la méconnaissance. Vraiment, quand on ne comprend pas les différentes cultures, quand on ne les respecte pas, ça peut vraiment mener à renforcer des préjugés puis des stéréotypes. Je pense que, justement, lié à l'ignorance dont beaucoup de personnes font preuve, on peut dire la fermeture d'esprit. Il y a des personnes qui pourraient simplement refuser de s'éduquer, même s'ils en ont l'opportunité. Aussi, on pourrait rajouter l'histoire coloniale des Autochtones, donc par rapport aux pensionnats, à l'assimilation, aux pertes des terres, etc. Puis moi, je pourrais finir avec les problèmes d'inégalité socio-économique, ce qui a rapport avec
la pauvreté, puis la justice sociale, puis le concept d'autodétermination, en gros, avec Ainsi que le racisme. Comme des Ouais. débats, vraiment des enjeux. les débats, ouais. Ou la conviction de revoir les terres Il y territoriales. aurait aussi peut-être les médias qui renforcent toutes ces idées qui aident pas non plus. Exactement. Ouais. Ouais. En gros, c'est ça. Parfait, donc, Et c'est Merci tout. de nous avoir Merci. écoutés. Merci. C'était Malak, Merci. Jeanne. Alex. Absan, Et votre Alex. animatrice. Merci. Au revoir. Merci.